Alors, aujourd'hui, effectivement, bon, évidemment, il y a un jeu de mots dans le numérique ne sera plus une option. Dans le plus une option, si vous avez lu le petit descriptif, si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas un problème du tout. Plus une option parce que, en fait, on le voit, la numérisation est de plus en plus présente dans la société. C'est quasiment plus possible d'interagir avec le gouvernement, avec beaucoup d'entreprises, sans passer par une sorte d'outil numérique ou plusieurs. Et donc, il est possible que dans un futur pas si lointain, en fonction des décisions collectives et industrielles qui seront prises, qu'on n'aura plus le choix de passer ou pas par du numérique. Et ça, c'est une première perspective pour le futur qui peut être débattue, peut-être problématique, pour d'autres souhaitable, et probablement un peu de tout ça à la fois. Puis en même temps, il est possible que le numérique ne sera plus une option dans le sens qu'il ne sera plus possible physiquement, matériellement, d'un point de vue éthique, de durabilité, dans un futur peut-être pas aussi proche, mais pas si lointain que ça. Et donc peut-être que le numérique, un jour, n'existera plus. Certains auteurs, autrices avancent cela, que c'est une technologie zombie qui est encore parmi nous, mais qui un jour va disparaître, et un jour qui n'est peut-être pas si lointain que ça. Voilà, donc cette intervention d'aujourd'hui, je vais essayer de parler pendant moins de 30 minutes, comme ça on a un peu de temps pour discuter, c'était aussi le but. L'idée, c'était de résumer ou de prendre en tout cas un nombre d'enjeux assez importants que j'ai pu répertorier dans la littérature scientifique, académique et un petit peu grise sur les questions de numérique et de durabilité. Et avant d'attaquer, je vous pose tout de suite ce schéma, ce cadre conceptuel que vous avez peut-être sûrement déjà vu. Je ne sais pas si vous le voyez au fond. C'est la seule slide où il y a des choses à voir dessus. Le reste après, si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Mais peut-être très rapidement et très simplement, c'est le donut de Keith Raworth où vous avez ce donut vert ici dans lequel on a envie d'être et qui est délimité à l'extérieur par le plafond écologique. C'est les limites planétaires. C'est les limites à ne pas dépasser si on veut garder la Terre habitable pour nous et pour le reste du vivant. Actuellement, on en dépasse déjà la majorité, donc on est dans un état où on déstabilise la capacité de la Terre et des écosystèmes à soutenir la vie. Donc évidemment, il faut qu'on revienne à l'intérieur de ces limites. Et puis, comme plancher, comme limite minimale, il y a le fondement social qui répertorie tout un tas d'indicateurs que vous connaissez déjà, nourriture, eau, santé, mais aussi des éléments de paix et justice, démocratie, représentation politique, égalité des genres, équité sociale, etc., qui sont en fait les aspects essentiels pour que chacun et chacune puisse vivre une vie qui est digne d'être vécue. Pas juste survivre, vivre une vie digne d'être vécue. Et donc ça, c'est le cadre, c'est la définition de la durabilité en très rapide qu'on utilise au centre de compétences en durabilité. Et vous verrez que pas mal de mon propos aujourd'hui va toucher le plancher social, le fondement social, avec des aspects notamment de démocratie. Et pour nous, ça fait pleinement partie de la durabilité, bien évidemment. Donc la manière dont j'ai organiser ça aujourd'hui, je vais vous parler en trois parties, trois asymétries. C'est la problématisation que j'ai choisie pour pouvoir justement tisser plusieurs de ces enjeux de durabilité écologique et sociale ensemble. Pas tous de ceux que j'ai pu repérer, mais ceux qui m'ont paru être les plus importants, provenant principalement de la littérature en sciences humaines et sociales. Et donc ces trois asymétries, c'est les suivantes. Tout d'abord, c'est une asymétrie de pouvoir. Et donc, qui dit asymétrie de pouvoir, dit asymétrie de contrôle aussi, entre les plateformes numériques d'un côté et les utilisateuristes de l'autre. Je me permettrai d'utiliser quelques néologismes comme celui-ci, puisque ça permet d'avoir le masculin, le féminin et le neutre ou le non-binaire dedans. Donc voilà, mais utilisatrices, utilisateurs, c'est ce qu'il y a là derrière. Une deuxième asymétrie de visibilité et donc aussi d'influence entre tout d'abord des aspects polémiques et puis de l'autre côté le débat démocratique sur des questions importantes qu'on aimerait pouvoir débattre en tant que société. Et enfin, une asymétrie d'impact et donc de justice entre les centres et les périphéries. Ça, c'est issu d'un article d'un sociologue français qui reprend le principe du système monde pour montrer que le capitalisme est mondialisé et le numérique en fait s'inscrit là-dedans également et qu'il y a des centres, des hypercentres et puis des périphéries et puis des espaces intermédiaires. Voilà, donc ça sera à peu près 10 minutes à chaque fois pour chacune des asymétries et puis après on aura l'occasion de discuter de tout ça.
Alors, j'ai mis quelques, bon, de nouveau peut-être vous les voyez pas là-bas, quelques photos de nature parce que certaines recherches ont montré que de voir la nature, c'est la meilleure manière qu'on a de restaurer notre capacité d'attention, l'attention qui nous permet de nous focaliser. Alors on n'a pas d'éléments naturels tellement autour de nous, donc voilà, la version numérique c'est la meilleure de celle qu'on puisse avoir, qui fonctionne aussi en partie. Voilà, comme ça si jamais vous êtes fatigué par mon propos ou peut-être un peu démoralisé, ça ne sera pas extrêmement positif ce que je vais vous dire pendant la conférence, peut-être plus après quand on en discutera, voilà, en espérant que ces photos de nature vous réconfortent. Donc pourquoi une asymétrie entre les plateformes numériques et les utilisateuristes? Premier point, parce que ces plateformes elles sont basées très fortement sur la collecte, l'exploitation et la vente de données personnelles, mais surtout des traces qu'on laisse. Vous avez peut-être entendu le slogan par le passé ou la manière dont les gens décrivaient « si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit ». Eh bien, ce qu'amènent d'autres autrices-auteurs, notamment comme Shoshana Zuboff, qui a pas mal décrypté ça dans un de ses livres qui est très connu, c'est que c'est plus nous juste le produit, c'est nous la matière première. C'est qu'en fait, ces plateformes fonctionnent sur la captation d'un maximum de nos traces. Donc, combien de temps on passe à regarder une vidéo, à quel moment de la vidéo on zappe à la suivante, qu'est-ce qu'on like, qu'est-ce qu'on commente, comment est-ce qu'on commente, est-ce qu'on utilise de la ponctuation, est-ce qu'on utilise des emojis, quelles sont les émotions qui peuvent être lues sur notre visage par des IA dans les images qu'on poste sur les réseaux sociaux, à quel endroit est-ce qu'on est lorsqu'on accède à l'application, puisque la plupart du temps, elles peuvent traquer notre localisation aussi. Donc, tous ces éléments, en fait, absolument tout ce qui peut être extrait de nos activités en ligne vont être extraits par ces plateformes. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de faire de la publicité ciblée. Et la publicité ciblée, c'est le modèle d'affaires majoritaire de ces plateformes. Donc ces dernières années, 80% des revenus de Google, ça venait de la publicité ciblée. Et pour Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, c'est plus de 95%. Donc c'est des multinationales qui sont construites sur la vente, pas de nos données. D'ailleurs, ils adorent le dire, on ne vend pas vos données. Non, non, on vend les prédictions de ce que vous allez faire grâce aux données qu'on collecte en masse de vos utilisations. Et donc, le premier problème, évidemment, c'est ce modèle d'affaires. Ça veut dire que c'est quand même des multinationales qui sont là pour faire un maximum de profit. C'est dans leur ADN. C'est ce que leur demande leur board, c'est ce que leur demandent leurs investisseurs, qui, en fait, fonctionnent sur la captation d'un maximum de nos données. Et puis, en parallèle de ça, évidemment, ça pose des questions sur la vie privée, notre vie privée, parce que ces données, souvent, on ne sait pas qu'on les donne, en fait. Enfin, on ne les donne pas vraiment, puisqu'on n'est pas conscient, mais qu'elles sont extraites de nos activités. Et puis, c'est difficile de contrer ça, surtout sur les applications. À la limite, si vous passez par votre navigateur Internet, il y en a certains comme Brave, qui sont très bien pour bloquer les traces d'utilisation, pour empêcher les pubs, etc., où c'est directement intégré, ou alors il y a des petits add-ons que vous pouvez mettre sur Firefox, par exemple. Mais dans les applications comme Instagram et Facebook, vous ne pouvez pas vous en prémunir, ou très difficilement. Et puis aussi de surveillance. Alors en discutant avec les collègues de FDCA ici, de sciences criminelles, en Suisse, on est relativement bien protégé contre l'utilisation de nos données à des fins de justice. Si on est, par exemple, on ne sera pas trop fiché à cause de ça si on est un activiste du climat, pour prendre cet exemple. Par contre, dans d'autres pays comme les États-Unis, l'accès, par exemple, de la NSA aux données de Facebook et autres est beaucoup plus facile, même si apparemment ça rentre quand même dans un cadre légal qui est assez strict. Mais ça, je ne suis pas un spécialiste de cet aspect en particulier, donc je ne peux pas vous dire dans quelle mesure ces agences ont accès ou pas et à quoi. Deuxième aspect, en fait, comment faire cette collecte de données ? Eh bien, une des astuces, c'est les dark patterns, les interfaces trompeuses, qui sont justement ces astuces issues de la psychologie du comportement. Alors, c'est pas très loin des nudges aussi, mais c'est quand même un petit peu différent. Et surtout, il y a une volonté derrière qui n'est pas nécessairement, ou qui est souvent un peu malsaine, de nous faire prendre des actions en ligne que nous n'aurions pas prises autrement. Et souvent, sans qu'on s'en rende compte. Un exemple typique, c'est l'autoplay des vidéos. Donc vous scrollez et la vidéo part tout de suite, sans vous laisser le temps de choisir si vous avez envie de voir la vidéo ou pas. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, c'est bien fait. Les vidéos, ça représente de la nouveauté pour notre cerveau. Le cerveau lance le système dopaminergique en route. Donc ça sécrète de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, de la motivation et de l'addiction. Et donc à chaque nouvelle vidéo qui part, eh bien, on a un petit shot de dopamine et on n'a pas envie d'arrêter la vidéo ou de scroller pour passer à la suivante, sauf si évidemment il y en a une autre qui nous paraît plus excitante derrière. Donc il y a des questions en fait d'addiction ou en tout cas de manipulation de notre capacité à choisir
choisir si on veut rester ou pas. Un élément que je disais hier dans la conférence pour les gymnasiennes et gymnasiens, une étude a montré qu'il faut 15 minutes sur TikTok pour rentrer dans le mode par défaut. C'est le mode où on zone sur les réseaux, où en fait notre cerveau ne fait rien en particulier et on est juste là à zoner et à regarder en boucle sans avoir d'activité consciente et de réflexion par rapport à ce qu'on fait. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième, évidemment, qu'on constate pas mal ici, c'est la santé mentale, puisqu'on voit que, par exemple, alors, les études sur Instagram et puis les impacts sur les gens qui les utilisent, notamment les jeunes, montrent des résultats qui sont nuancés, mais d'une manière générale, quand même, la plupart ont tendance à montrer que, surtout pour les jeunes, ça pose des problèmes au niveau de l'estime de soi, d'une perception, que ça crée une perception négative du corps. Pas pour toutes les utilisations d'Instagram, puis on pourra peut-être y revenir dans la discussion. Il y a une question de comment est-ce qu'on utilise l'outil, même s'il n'est pas neutre de base, mais dans la majorité des cas, il y a quand même des problématiques. Et puis évidemment, la question de libre arbitre, c'est que si on n'est pas conscient de ces interfaces, est-ce qu'on a la capacité en fait de s'en prémunir? Troisième aspect, influence sur la vérité et le rapport au monde. Vous avez sûrement entendu que la plupart des réseaux sociaux, enfin tous les réseaux sociaux fonctionnent avec des algorithmes qui choisissent le contenu qu'on voit en fonction de leur viralité et la capacité ou la volonté qu'on aura de regarder ces contenus et d'interagir avec. Donc qu'est-ce que ça crée? Ça crée que, évidemment, c'est les contenus les plus, avec le taux de viralité le plus élevé qui vont être mis en avant. Donc ça peut être aussi des contenus de désinformation ou des contenus même complotistes, parce que c'est des choses qui ont tendance à beaucoup bouger sur les réseaux. Souvent des contenus qui génèrent beaucoup d'émotions, des émotions fortes. C'était montré qu'un contenu qui contient des insultes, par exemple, est diffusé et retweeté, notamment pour X et Twitter, beaucoup plus qu'un contenu qui est neutre en émotion ou qui est positif. Et puis, c'est ce fameux enfermement dans une bulle à filtre ou une chambre à écho. Donc, vous avez peut-être entendu parler, où en gros, on voit que du contenu avec lequel on est déjà plus ou moins d'accord. Et en fait, plus on avance, plus l'algorithme apprend de nous et plus il nous nourrit de la même chose, de ce qu'on a déjà vu en fait, et ce avec quoi on est déjà d'accord. Et un des problèmes qui vient avec ça, parce qu'à la limite, si c'était que, je sais pas, une demi-heure par jour, peut-être ça serait pas un souci, c'est qu'on a quand même une permanence de l'exposition aujourd'hui qui est très importante. On passe en moyenne près de 5 heures sur nos smartphones. Alors ça dépend des pays, ça dépend des âges, mais c'est des temps très longs et beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et si on compare ça avec le temps qu'on passe, par exemple, à débattre en présentiel de politique, par exemple, ou à lire des journaux plus classiques, on est probablement sur des niveaux qui sont très différents. Et dernier aspect, c'est les injustices. Effectivement, ce qu'on voit, c'est que ces algorithmes ont tendance à reproduire et amplifier les inégalités de genre, inégalités ethniques, d'appartenance, inégalités de religion, etc. Notamment parce qu'il y a une exploitation des vides juridiques. Ça, c'était le cas typique de Uber, qui est arrivé dans des zones où il n'y avait pas de législation en place pour pouvoir réglementer le service de taxi privé. Et donc, ils ont pu exploiter des populations qui étaient déjà paupérisées ou qui n'étaient pas syndiquées et qui parfois, maintenant, le sont toujours pas dans beaucoup d'endroits. Donc, en fait, peuvent exploiter un peu toute la largesse juridique simplement parce que c'est plus rapide que ce que la loi arrive à se modifier. Et également, un aspect qui est pas mal mis en avant, notamment en France, avec la question de l'aide sociale, c'est que ces algorithmes qu'on sait être biaisés, alors bien sûr, ils essayent de les améliorer au mieux, mais en fait, ont de plus en plus de contrôle des systèmes socio-économiques. Donc, par exemple, l'attribution de l'aide sociale en France, il y a plusieurs études très intéressantes de sociologues qui montrent comment est-ce que on interagit, les gens qui doivent demander l'aide sociale interagissent majoritairement avec des algorithmes, et que c'est très difficile d'arriver à faire recours contre une décision qui est fausse, parce qu'il y a quasiment plus d'humains derrière qui gèrent ça. Donc en fait, on se retrouve à être contrôlé par la machine, qui a un certain nombre de biais qui sont inhérents en fait à son développement. Et enfin, dernier point là-dessus, une étude assez intéressante sur Waze, toujours par des sociologues français, montrait que en fait, ces grandes plateformes redéfinissent l'intérêt général, mais de manière hors sol. Waze, par exemple, son slogan, je le cite pas, mais c'est peu ou prou la même chose, c'est 5 minutes de moins pour rentrer chez vous chaque jour. Donc chaque jour chez vous en 5 minutes de moins. Et ça, en fait, il montre, c'est une nouvelle définition de l'intérêt général, qui a peut-être rien à voir avec l'intérêt général qu'un territoire pourrait décider collectivement pour ses administrés. Mais ces plateformes ont tellement d'impact, notamment là sur le trafic routier, qu'elles arrivent en fait à imposer un intérêt général qui est différent.
Voilà, j'en dis pas plus, puis on peut revenir là-dessus ultérieurement. Ok. Deuxième aspect, c'est cette asymétrie entre polémique et débat démocratique. Alors, premièrement, parce que les algorithmes ont tendance à survaloriser la conflictualité, c'est ce que je disais brièvement avant. Les discours minoritaires et extrêmes sont générateurs de réactions fortes, et c'est pour ça que très souvent les algorithmes les mettent en avant, parce que quand il y a des émotions fortes, on a tendance à répondre plus facilement. S'il y a une insulte dedans, ça va encore générer plus d'engagement sur la plateforme, et vu que les plateformes veulent vous faire rester le plus longtemps et vous faire le plus activement possible utiliser leur plateforme pour extraire des données, bien évidemment, ces contenus-là sont très intéressants à mettre en avant. Et on le voit par exemple avec la polarisation du discours en ligne, qu'on a pu voir notamment par les travaux de David Chavalarias pour les dernières élections françaises, ou les élections législatives, où on voit qu'en ligne, globalement, les avis vont dans les deux extrêmes. Et qu'il y a de moins en moins d'avis modérés qui sont exprimés en ligne ou qui sont entendables. Ça, c'est un aspect qui est un peu développé, qu'ils appellent la freedom of reach, qui est plus le freedom of speech, la liberté de s'exprimer, mais la liberté de réussir à faire entendre sa voix si c'est pas une voix qui est extrêmement polarisée et qui est génératrice de controverses. Mais pas que en ligne, aussi dans les positions en général. Toujours David Chavalarias montrait comment est-ce que, alors bon là c'est des questions d'ingérence étrangère dont on parlera après, mais comment est-ce que la gauche française par exemple a été exposée et que la gauche a des vidéos insoutenable d'atrocités de guerre commises en Palestine pendant les élections pour la radicaliser sur cette question-là et faire qu'à chaque débat, ça devient impossible de ne pas amener le sujet de la guerre en Palestine parce qu'on a été fondamentalement choqué et qu'on est en état de stress post-traumatique à cause de cette exposition. Donc il y a aussi des impacts dans la vie, on va dire, hors ligne. Puis dernier point, on l'a vu aussi, je prends toujours les élections françaises parce que finalement c'est récent, il y a une normalisation du discours des extrêmes, et notamment là c'était de l'extrême droite, où on voit que ils ont une visibilité en ligne qui est très importante, et ce qui se passe c'est que parfois les médias, notamment, leur supposent une popularité qui est peut-être plus importante que ce qu'on voit dans les résultats de vote. Alors ça je suis pas là pour juger, mais effectivement on a pu le voir à ce moment-là. Et donc ils sont invités sur des plateaux de télévision, on leur donne du temps de parole. Il n'y a pas que ça, il y avait aussi des financiers derrière qui avaient un intérêt à mettre ces discours-là en avant. Mais globalement, ça fait qu'il y a une normalisation du discours et qui est ensuite repris en fait en dehors du numérique. Voilà, j'essaie de ne pas faire trop long. Cycle court et viralité, ça c'est assez c'est rapide. On le voit aux États-Unis notamment, très bien. Les cycles de news sont de plus en plus rapides avec une focalisation sur l'insignifiant. Ça c'était le cas de l'extrême droite aux États-Unis et des partisans de Trump qui utilisent ces mécanismes très bien pour, ça c'était ce que Steve Bannon disait, flood the zone with shit. Donc inonder l'espace d'excréments, en fait en faisant monter dans la discussion de la twittosphère, en republiant avec plein de comptes des sujets sans aucun intérêt ou sans aucune importance pour le débat en cours, de manière à noyer en fait les vraies discussions. Et il le disait lui-même très spécifiquement, c'était sa stratégie pour empêcher les médias plus classiques de jouer leur rôle de sélection et d'analyse des arguments pour pouvoir alimenter un débat démocratique. Donc d'où principalement ce sujet polémique versus débat démocratique. J'en parlais un peu avant, la question des ingérences étrangères qui utilisent en fait ces mécanismes, donc c'est des États externes, alors la Russie et la Chine sont connus pour ça, qui en fait utilisent les mécanismes des réseaux sociaux pour pouvoir influencer le débat ou déstabiliser la population d'un pays. C'est l'affaire Cambridge Analytica de l'élection de Trump en 2016 qui est bien documentée, avec des populations afro-américaines qui ont reçu ce qu'on appelle des dark posts, donc des posts qu'elles seules voyaient, donc le reste de la population ne voyait pas ces posts sur Facebook, qui les incitaient à ne pas aller voter. C'était par exemple des études qui disaient de toute façon voter ça sert à rien, la démocratie elle est ailleurs, etc. Et ça a effectivement eu des impacts importants sur les taux de vote dans certaines régions et certaines populations.
Et puis, un peu similaire à ce que la citation de Steve Bannon tout à l'heure, survalorisation de discours minoritaires et clivants, ce qu'on appelle l'astroturfing, eh ben, c'est cette pratique de faire flamber certains propos sur les réseaux sociaux en les retweetant avec des tas de comptes, en général qui sont faux, qui sont pilotés par des fermatrolls à l'étranger, pour faire monter tout d'un coup une problématique qui n'en est pas une. Et là spécifiquement, David Chavalarias a pu montrer que islamo-gauchisme, le terme islamo-gauchisme, en fait, il était utilisé par personne, à part une poignée de gens à l'extrême droite avant une certaine date, et puis il a été amplifié par des faux comptes de trolls russes, et il est arrivé jusque dans les médias français et jusqu'au gouvernement français, où il y a eu une enquête qui a été demandée par une membre du gouvernement français sur la potentielle tendance à l'islamo-gauchisme dans les partisans de gauche française. Donc là, on voit comment une problématique est créée quasiment de toutes pièces et amplifiée grâce à ces mécanismes. Et dernier point que certains auteurs aussi analysent, c'est le désengagement du débat sur le terrain. Alors là, je la fais courte. L'échange en ligne, il est assez facile, il peut être anonyme, il est assez confortable aussi. On peut en fait juste poster son avis et quelque part ignorer le reste, ou alors juste aller s'écharper avec des gens sur Internet. Ça n'engage à rien. On ne voit pas les gens, on n'est pas en contact, on prend quasiment aucun risque. Et en même temps, on peut avoir l'impression de faire quelque chose, de s'engager en politique, alors qu'en fait, on n'a quasiment aucun impact. Si on publie juste son avis dans son groupe de personnes qui sont déjà d'accord avec nous, ça va sûrement faire changer personne d'avis. Et justement, certaines personnes, en fait, certains analystes montrent que, notamment dans le militantisme et dans la politique, ça a peut-être tendance à siphonner en fait la motivation, la volonté des gens de s'investir dans un débat démocratique. Je ne dis pas forcément s'investir en politique dans un parti, mais en tout cas dans le débat, en le plaçant en ligne, là où en fait ça n'est qu'une chambre à écho. Voilà, dernière asymétrie. Entre les centres et les périphéries. Je vais les mettre directement au pluriel parce que en fait, c'est difficile d'en avoir qu'un seul. Là, le sociologue en question, Sébastien Broca, lui, s'intéresse spécifiquement à la Silicon Valley, qu'il considère comme étant l'hypercentre de ces problématiques, puisqu'évidemment, la majorité des outils numériques, des plateformes, sont aujourd'hui soit développés là-bas, soit possédés par des entreprises qui sont là-bas. Waze, qui vient d'Israël, a été racheté par Google, donc de toute façon, maintenant, c'est un peu les mêmes qui les possèdent et qui les dirigent. Alors, vous êtes peut-être déjà au courant de ces aspects-là, mais je les remets brièvement sur le tapis. Des impacts environnementaux, bien évidemment, qui sont en fait externalisés dans les périphéries, qui sont délocalisés dans les périphéries. Donc, que ça soit des pollutions locales dans les pays du Sud, des pollutions de l'air, des pollutions de l'eau, des pollutions du sol, principalement par l'industrie minière, parce que globalement, on ne sait pas vraiment miner les minerais qu'il nous faut, enfin le métal, les terres rares, différemment que ce qui a été fait ces 100 dernières années. On fait un gros trou, on sort la roche, on la casse, on la traite avec des produits acides, puis ensuite on laisse des lacs à ciel ouvert acides, avec des digues qui finissent par se rompre. Alors il y a des propositions qui sont faites notamment pour une mine qui est en débat d'ouverture en France, de faire tout ça sous terre, de faire des gros trous sous terre et de tout remettre sous terre, un peu à la manière des déchets nucléaires. Voilà, on peut en discuter. Je ne suis pas sûr que ça soit nécessairement beaucoup mieux. Mais aussi le traitement des déchets, ça vous avez sûrement entendu parler, avec les problèmes de traitement des déchets avec de l'acide aussi qui pollue les sols et l'eau, et la production de semi-conducteurs qui utilisent beaucoup d'eau, et ça va être aussi dans l'un des prochains points, l'utilisation des ressources vitales, mais qui a besoin d'eau très pure et qui a tendance à, lorsqu'il y a des accidents, mais les accidents ont tendance à arriver quand même assez régulièrement, à faire des relâchements de produits acides de nouveau et toxiques dans les eaux. Destruction de biodiversité, ça, l'industrie minière aussi, c'est probablement un des principaux, une des principales problématiques, de nouveau pour cette accaparation des terres et puis destruction des écosystèmes locaux. Appropriation des ressources vitales, je le mentionnais avec l'eau, mais aussi avec les terres. On le voit aussi de plus en plus avec les centres de données qui ont besoin de beaucoup d'eau. Alors l'eau peut être sale, entre guillemets, mais souvent ces centres de données sont placés dans des pays et dans des régions où il y a déjà des tensions autour de l'eau, et donc il y a des tensions qui se créent de plus en plus avec les populations locales, pas forcément pour de l'eau seulement pour boire, mais aussi pour pouvoir faire de l'agriculture. Et ça vient aussi avec l'accaparement des terres arables.
Et puis, émissions de gaz à effet de serre, ça, je ne vous fais pas le détail. Je pense que vous savez probablement que la production de nos terminaux crée une quantité conséquente de gaz à effet de serre. Et c'est surtout leur production dans les pays du Sud qui génère ça. Évidemment, ces impacts sociaux, ces impacts environnementaux, ils ont leurs équivalents et leurs pendants sociaux, avec des problèmes de santé physique et mentale et exploitation. Alors, de nouveau, dans l'industrie minière, Célia Izoard, qui est journaliste en France, a été visiter il y a quelques années, elle en parle dans son livre, une mine en Espagne. Donc, c'est en Europe. Hein, on peut s'imaginer que les lois sont bien faites. Et puis, elle voit que les conditions de travail ne sont pas du tout acceptables et les conditions écologiques autour non plus. Les usines de production aussi, vous avez peut-être entendu parler de Foxconn qui produit pour Apple, avec les problèmes des gens qui se suicidaient, donc ils ont mis des filets pour empêcher que les gens puissent mourir. C'est pas tout le monde, je suis allé visiter Foxconn, j'ai parlé avec des gens qui étaient autour. Dans certaines situations particulières, lorsqu'on a le choix de faire ça que 2 ans et puis de partir ensuite, ça peut être très lucratif, mais pour les gens qui sont bloqués là à vie parce que ils n'ont pas vraiment d'autres possibilités, vous pouvez imaginer ce que c'est que de travailler quasiment dans une prison industrielle. Et le problème, en fait, c'est pas forcément que c'est pire que d'autres industries comme le textile, selon moi, c'est que c'est très complexe et ce sera très difficile à relocaliser ici. Faire un t-shirt de manière éthique au Portugal, on sait le faire, il n'y a pas de problème. Faire du coton bio qui est plus ou moins bon pour les terres, on sait le faire aussi. Faire des semi-conducteurs en Europe, on ne sait pas faire. Il y a quelques pays dans le monde qui le font à part Taïwan, mais sinon c'est tout. Et c'est un gros problème géopolitique que des nations très puissantes essayent de régler avec assez peu de succès pour l'instant. Je vais sauter sur 2-3 aspects, mais je vais passer aux injustices intergénérationnelles. Ça, c'est assez intéressant parce que justement, ce sociologue que je mentionnais avant, qui développe cet aspect de centre-périphérie pour le numérique, le fait aussi dans un aspect pas seulement géographique, mais temporel. En disant, en fait, le futur, c'est aussi une périphérie de notre activité présente, puisque les impacts écologiques, mais aussi les impacts sociaux comme le lock-in technologique, donc toutes les technologies qu'on adopte aujourd'hui, dont il sera très difficile de se départir dans le futur et de refaire autrement, en fait, c'est un coût qu'on est en train de reporter vers le futur. Après, on peut aussi imaginer qu'il y a un certain nombre de bénéfices, ça c'est à discuter, mais en tout cas, il y aura un certain nombre de problématiques qui vont devoir être traitées par les générations futures si on continue en fait à les développer maintenant. Et dernier point, qui est sur le numérique comme moteur du capitalisme. Effectivement, dans cette analyse aussi, en fait, ce sociologue reprend le numérique à l'aune des différentes phases du capitalisme. Et pour lui, le capitalisme numérique, ça représente la 3e phase du cycle américain d'accumulation capitaliste. Et pour lui, ainsi que d'autres auteurs, le numérique, il est vraiment au cœur du capitalisme moderne. C'est la clé de voûte de l'industrie. Parce que ça dynamise la productivité partout où on en met. C'est d'ailleurs la grande promesse pour les intelligences artificielles, c'est qu'on arrivera à faire encore plus avec encore moins. Pas forcément moins d'êtres humains, parfois oui, mais surtout en fait à générer encore plus de valeur avec encore moins de coûts. Ça nous permet de délocaliser et donc d'avoir des coûts qui sont très faibles, puisque c'est plus facile de gérer une chaîne de valeur lorsqu'elle est numérique ou numérisée que lorsqu'on devait le faire avec des téléphones. Je pense que Hugo va parler tout à l'heure des boucles de rétroaction, effet d'usage, effet d'offre. Mais voilà, le numérique appelle plus de numérique. Donc plus il y a de numérique, plus il y a de numérique. Et il est aussi ancré dans des narratifs avec un temps de vie très court. Il faut toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de plus rapide, quelque chose de différent. Et de nouveau, l'intelligence artificielle, c'est là du pain béni pour les producteurs de smartphones, comme la 5G l'a été à l'époque. Parce que pour pouvoir utiliser la 5G, il a fallu racheter des appareils qui avaient une antenne 5G. Pour pouvoir avoir de l'intelligence artificielle intégrée dans les téléphones, en partie, il faudra racheter de nouveaux téléphones. Donc voilà, on augmente encore la croissance. Si on le résume, on pourrait dire que l'innovation, du coup, elle est moins l'effet du génie de quelques humains, comme ça nous est raconté notamment par la plupart des gens dans la Silicon Valley, pas tous et pas toutes, mais plutôt le résultat de transferts asymétriques de ressources de la périphérie vers le centre. Dit autrement, elle est un gain local de temps et d'espace au détriment de temps humain et d'espace naturel perdu dans d'autres parties du système monde. Là, c'est Hornborg qui est cité dans cet article en 2019. Alors, je résume.
D'abord, on a des plateformes numériques qui sont gérées par des géants du web qui fonctionnent sur la publicité ciblée et donc la récolte d'un maximum de nos données personnelles et de nos traces d'utilisation, ainsi que la captation d'un maximum de notre attention pour qu'on reste sur leur réseau, dont on sait très peu de leur fonctionnement, sur lequel on n'a aucun contrôle, ou quasiment aucun, mais qu'on sait qui ont tendance à amplifier et reproduire les inégalités qui sont déjà présentes. Premier point. Deuxième point, il y a une mise en danger au travers des outils numériques du débat démocratique sur les questions importantes pour nos sociétés, au profit d'une focalisation sur des sujets clivants, à cycle court et d'importance très limitée, menant à une polarisation de l'opinion et un désengagement de la chose politique hors ligne, comme je le mentionnais avant. Et troisièmement, on a une concentration du pouvoir, de la richesse et de la connaissance dans les centres, les pays du Nord, les villes, voire la Silicon Valley pour l'hypercentre, et une délocalisation des impacts environnementaux et sociaux, quasiment tous, vers les périphéries, c'est-à-dire les pays du Sud, ou alors les banlieues, par exemple des villes américaines, voire le futur. Et ça, on pourrait dire, c'est une version encore plus inégale, mondialisée et rapide que les phases précédentes du capitalisme. Alors je suis désolé, c'est une vision assez noire que je vous ai faite, mais on peut discuter de choses un petit peu plus joyeuses ou motivantes dans cette prochaine phase. Un des aspects que je vois notamment, c'est les questions de santé mentale que je mentionnais, parce que ça nous touche ici, ça touche nos enfants, et j'ai l'impression que ça, c'est un point sur lequel... qui va faire prendre conscience à beaucoup de personnes des différentes problématiques qu'il y a derrière. Alors je mets juste ces trois questions, que, si on veut, pour le débat ou pas, mais j'avais mis: ce numérique est-il ce dont nous voulons? Sinon, est-ce qu'on peut le changer? Et si on peut le changer, que voulons-nous? Ou si on ne peut pas le changer, que voulons-nous quand même? Voilà, c'est quelques questions de lancement, mais on verra ce qui vous vient. Merci beaucoup pour votre attention, et je me réjouis de discuter avec vous. Merci infiniment, Johan, pour cette conférence extrêmement riche, extrêmement éclairante. Y a-t-il des questions pour notre conférencier, Johan Recordon? Quelqu'un veut rebondir peut-être sur l'une de ces trois propositions de Johan? Pas encore. C'est toujours la première question la plus difficile. Stéphanie Pahu. Oui, pardon, on va vous passer un micro, comme ça on peut avoir dans la captation, du petit temps de délai. Il y a plein de points qui étaient vraiment intéressants. Les trois questions, elles me plaisent bien, surtout avec le quand même à la fin. Moi, je m'interroge sur la place que vous faites au consentement dans toutes ces considérations. Oui. Parce qu'on a parlé de responsabilité, on a parlé d'autres valeurs ou d'autres notions, mais je ne crois pas que j'ai entendu le terme de consentement. Et ça m'intéresserait bien d'entendre parler du consentement numérique. Si on considère que le consentement, c'est un sentir avec, c'est compliqué de parler de consentement numérique, parce que vraiment, on peut sentir avec quand on est dans ces espaces-là. Donc voilà, ça m'intéresserait beaucoup de vous entendre sur ce sujet. Je vous remercie pour la question. Alors c'est vrai que j'ai pas utilisé le mot consentement. Je pense que j'essayais d'y faire référence. En fait, je vais rester debout comme ça, je vous vois. J'essayais d'y faire référence quand je parlais des traces numériques qui sont captées par les plateformes, où, en fait, effectivement, c'est soit avec notre consentement, mais biaisé, parce qu'on n'a pas le choix d'accepter une politique de confidentialité. Enfin, ce fameux très long texte où il faut dire oui si on veut utiliser le service. Ou alors on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on accepte, ou alors on n'a pas du tout en fait la capacité ou pas d'accepter. Maintenant, on peut au moins refuser les cookies depuis l'Europe grâce aux lois qui ont été mises en place. C'est un tout petit pas dans la bonne direction. Après, votre question, elle va quand même plus loin avec cette question du sentir. On en parlait un peu hier, en fait, parce que j'ai terminé mon propos pour les gymnasiennes et gymnasiens justement sur le fait de revenir dans le sentir, en disant que c'est pas que le monde numérique, il est pas réel, c'est que c'est un peu une sorte d'ersatz du monde réel. Alors Alain Damasio disait ce matin, en fait, sans nos prothèses numériques, on n'arrive plus à sentir le réel, et on a besoin du numérique comme médiation pour pouvoir sentir le réel. L'exemple que j'ai en tête, qui me parle, j'espère qu'il est juste, c'est effectivement de prendre un selfie ou une photo de quelque chose qu'on voit, d'un coucher de soleil par exemple, comme pour se justifier ou être sûr qu'en fait c'est réel et qu'on l'a bien vécu. Donc effectivement, comment est-ce qu'on fait pour sentir peut-être dans son corps ce à quoi on s'expose quand on est en ligne? Je pense que ça va être une question très compliquée à résoudre dans les années à venir, parce que déjà intellectuellement, on n'a pas la possibilité en fait forcément de le choisir. Qu'on arrive à en sentir tous les impacts et ce que ça implique avec nos sens.
Je ne sais pas si on y arrivera un jour. C'est une très bonne question. Je vous remercie. Augustin Franier. Merci Johan pour cette présentation. J'avais une question sur laquelle j'aimerais bien ton éclairage pour reprendre cette opposition centre-périphérie. Il me semble qu'il y a peut-être 10-15 ans en arrière, on plaçait beaucoup d'espoir sur la périphérie. Et là, j'entends la périphérie, donc tout ce qui se trouve en marge justement des grandes plateformes. Donc le Creative Commons, le open source, des initiatives comme Wikipédia qui allaient permettre l'accès universel à la connaissance, le débat démocratique généralisé, etc. Est-ce que ces initiatives de périphérie se sont fait complètement déborder aujourd'hui? Est-ce que tout espoir est perdu à ce niveau-là? Je te remercie pour la question. Alors, il y a peut-être des gens dans la salle qui en savent plus que moi là-dessus, donc je vais essayer de donner une réponse, mais je ne suis pas un grand spécialiste de l'open source. De ce que je vois, ou de ce que j'ai vu dans les textes, il y a une première réponse, c'est tout ce qui est collectivité, tiers-lieux, association, etc. Là, l'open source fonctionne très bien est très bien utilisé. Framasoft, par exemple, qui développe de nombreux outils, les développe même spécifiquement à l'intention de collectifs, d'associations, parce que ça fonctionne bien avec le modèle d'affaires qui est en général non profitable, enfin, pas pour le profit. Donc, de ce côté-là, ça a assez bien fonctionné. Il me semble que dans le numérique en général, alors le chiffre que j'ai en tête, sûrement qu'il faudrait vérifier parce que c'était une étude et puis c'est toujours difficile de donner des chiffres là-dessus, 85% du web ou des activités en ligne seraient en fait gérées par les GAFAM, globalement, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, auxquels on peut rajouter peut-être maintenant quelques autres, dont un certain nombre de géants chinois. Donc il me semble que de ce côté-là, ça s'est fait en fait noyer. Il y a même certains auteurs et autrices qui vont plus loin en montrant que certains codes open source, vu qu'ils sont open source, peuvent être utilisés par divers acteurs et actrices et qui sont utilisés à des fins qui sont complètement différentes des leurs. Par exemple, pour piloter des drones de guerre. Ça a l'air d'être un exemple concret qui a été démontré où effectivement il y a une partie de code source à l'intérieur. Je sais qu'il y a toute une partie en fait du champ de penseuses et penseurs du numérique qui croient beaucoup dans l'open source et ça va un peu avec la low-tech aussi. J'ai l'impression que c'est clairement un futur qu'il ne faut pas mettre de côté parce que ça serait une potentialité pour pouvoir avoir un numérique qui est durable. Durable, je ne vais peut-être pas utiliser ce mot-là, mais en tout cas en partie soutenable et beaucoup moins impactant que ce qu'on a aujourd'hui. Par contre, j'ai l'impression que pour l'instant, on voit que ce n'est pas du tout le chemin qui a été pris. Et si je peux me permettre de citer l'UNIL, avec une nuance, on avait plus d'outils open source sur certains aspects avant, et maintenant on a pris la suite Microsoft, en partie pour de très bonnes raisons, notamment de cybersécurité, parce que c'est beaucoup plus difficile de le faire avec de l'open source. Et en parlant avec des personnes de l'UNIL qui sont spécialistes de ça, estiment qu'il faut 2 fois plus de personnel technique pour pouvoir faire tourner de l'open source avec les mêmes... la même qualité, pas les mêmes qualités, mais avec les mêmes possibilités que si on prend un logiciel propriétaire et qu'on paye une licence. Donc on voit que même dans une institution comme la nôtre, c'est pas facile en fait de rester sur du full open source, même si dans d'autres entités ça se fait. Hein. Donc voilà, j'espère que ça répond en partie à la question en tout cas. Oui, allez-y. Pardon, on vous passe le micro. Oui, je voulais vous poser une question. Vous parliez d'une polarisation du discours. Vous faisiez principalement référence à la politique via le numérique, justement. Et puis, peut-être en réfléchissant à la chose de manière un peu méta, si j'ose dire, certains points de vue sur le numérique lui-même sont peut-être, on va dire, pro-numérique à l'excès, peut-être motivés par des intérêts capitalistes. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'en écoutant certains discours comme le vôtre aujourd'hui, on peut, à l'inverse, être très précautionneux par rapport à ça et puis vouloir revenir un peu en arrière. Donc, est-ce qu'il y a un effet un peu de mise en abîme sur la question où la question du numérique et de son évolution elle-même est en train de créer une polarisation avec des pro-numériques, des anti-numériques et puis qu'on ne sait pas trop vers quoi on se dirige là au milieu? Je vous remercie pour la question, très intéressante.
Bon, déjà, alors, mon propos aujourd'hui, sachez que la manière dont j'ai pris cette conférence, c'était de faire un tour des enjeux du numérique. Et des enjeux, du coup, plutôt des aspects, des impacts négatifs du numérique, et pas une vision nuancée de, OK, bah, il y a ça qui est bien, puis ça qui est moins bien. Effectivement, d'autres auteurs, que je n'ai pas cités forcément ici, mais comme Stefan Grumbach, lui parle d'une montée en parallèle du numérique et des questions environnementales et de la crise environnementale, en disant que ce n'est pas une coïncidence, en fait, ça va de pair, c'est-à-dire qu'il va nous falloir de plus en plus d'outils numériques pour pouvoir estimer ce qui est en train de se passer dans le monde et monitorer en fait l'état du monde pour pouvoir prendre des décisions en fait très rapidement lorsqu'il y a une catastrophe, enfin un événement climatique extrême qui va venir. Donc il y a aussi des autrices et auteurs qui essayent de faire une balance, pas en disant il y a des aspects positifs, des aspects négatifs, parce que ça, j'ai l'impression que quand on va dans des réflexions critiques, c'est pas vraiment fait parce que tout ce qui a été mis en avant comme bénéfice du numérique, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de réduction d'énergie, etc., ça s'est avéré ne pas se réaliser. Donc ce que l'industrie a mis en avant en fait n'a pas fonctionné pour différentes raisons, mais simplement parce que souvent le numérique vient se mettre en parallèle de tout ce qu'on avait déjà avant et qu'on le fait en plus. Donc, par contre, il y a des réflexions nuancées sur dans quelle mesure en fait on a besoin du numérique, dans quelle mesure on ne peut pas s'en départir, versus les aspects que je viens de citer qui sont problématiques. Maintenant, pour répondre spécifiquement à votre question, j'ai l'impression que quand même, dans la Silicon Valley, oui, il y a clairement une polarisation. On le voit avec des mouvements qui s'appellent e-hack, e-accélération, donc en gros qui disent il faut foncer à fond les ballons sans se poser aucune question sur l'IA, parce que l'IA, en fait, va résoudre tous nos problèmes à un certain moment. Et ces gens-là le disent de manière très sérieuse, et je pense que certaines personnes délirent peut-être un peu, mais d'autres sont probablement très sincères dans leurs propos, en disant, bah oui, il faut passer un certain nombre de caps, et puis une fois que ces caps seront passés, on va pouvoir en fait régler des grandes problématiques et l'IA va s'autoréguler. Bon, on a vu dans d'autres domaines que ça fonctionnait pas forcément très bien ce genre de discours. Et donc vu qu'il y a en fait une polarisation de ce côté-là, j'ai l'impression qu'il y a des discours de dénumérisation, les décablés par exemple ou Écran Total en France, en fait ont des discours qui sont bien à l'opposé et je pense en partie pour contrebalancer ça. Est-ce que c'est généré par le numérique aussi ? On peut se poser la question. Moi, sur mon flux LinkedIn, je vois que des versions technocritiques du numérique. Je vois très peu de techno-optimistes. Il y en a un seul, ces 2 dernières années. Un seul contenu que j'ai vu qui était clairement techno-optimiste, qui venait de l'EPFL. C'est sûrement pour ça que je l'ai vu, parce que c'était proche géographiquement. Donc on peut aussi supposer qu'il y a une polarisation qui se fait là. J'espère que ce n'est pas le cas de ce que j'ai partagé aujourd'hui, puisque c'est des recherches qui sont faites en dehors des réseaux sociaux. Donc a priori, voilà, je recherche avec des mots-clés, mais en essayant d'avoir une vision un petit peu nuancée. J'espère que ça répond à votre question, en tout cas en partie. Merci. Et peut-être du coup, parce qu'on touche gentiment à la fin de la conférence, mais pour finir sur une note positive, espérons pas trop utopique, parce que finalement tu n'as pas vraiment répondu à la question qui était implicite dans le titre de ta conférence. Lorsque le numérique ne sera plus une option, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'il me semble que l'ensemble alors ça rejoint par contre les 2 peut-être dernières questions de ta liste ici. Que faire lorsque le numérique ne sera plus ? Est-ce qu'on peut véritablement changer ? Qu'est-ce qu'on veut pour améliorer effectivement, pour essayer d'éviter la dérive de l'ensemble des problèmes que tu as très très bien présenté. Je te remercie. Alors, il y a une très bonne conférence demain de Alexandre Monin, qui est un peu le spécialiste justement du décommissionnement, de qu'est-ce qu'on va faire en fait de ce qu'il appelle ces communs négatifs. Donc ces communs, c'est des choses qu'on possède de manière commune ou collective, en tout cas en partie, parce que les entreprises privées sont peut-être quand même moins collectives, même si elles nous impactent collectivement. Mais elles ont un coût en fait. Elles nous coûtent quelque chose et elles vont nous impacter de plus en plus. Et donc qu'est-ce qu'on en fait ? Moi j'ai l'impression quand même. Bon, après c'est juste mon avis. Que tout de même, dans des questions d'auto-limitation, de décision collective, et donc ça revient un petit peu à la question de l'open source, de la low-tech, les fameuses technologies conviviales de Ivan Illich. Alors pour le numérique, de faire du convivial, c'est quand même pas facile, hein, parce que pour avoir juste là de quoi projeter et que plus ou moins chacun soit capable de comprendre comment le programme fonctionne, je pense que ça va être compliqué. Mais dans le permacomputing, c'est un des aspects qui peut être intéressant, qui mêle les idées de permaculture ou la philosophie permacole avec l'informatique.
il y a ces notions de dire, en fait, il faut effectivement revenir à des outils qui sont en tout cas compréhensibles par les experts du domaine. En ayant une certaine expertise, en sachant comment coder, etc., on arrive à comprendre comment ils fonctionnent, on arrive à les réparer, d'exploiter au maximum en fait les outils qui existent déjà aujourd'hui, de les tirer en fait jusqu'à leur fin de vie, mais vraiment le plus loin possible. L'exemple qui était donné, c'était les processeurs avec de multiples cœurs, et que si certains cœurs arrêtent de fonctionner, que sûrement on arrive encore à les faire fonctionner sur les cœurs restants, et qu'il faudra le faire jusqu'à que le dernier cœur s'éteigne de chacun des processeurs qu'il y a sur Terre. Donc, je ne sais pas comment on fait cette transition exactement d'abandon d'une partie du numérique. En dehors de, en tout cas, il y a certaines décisions qu'il faut qu'on prenne, d'utiliser de l'IA générationnelle avec des modèles de langage énormes pour globalement avoir des recherches Google un peu optimisées ou juste pour converser parce que c'est marrant. Probablement que ça, il ne faut pas qu'on continue de le faire. Et comment on va faire face au problème que c'est financé en masse par notamment les financiers de la Silicon Valley, toujours un peu les mêmes, mais il n'y a pas que. Ça, je ne sais pas. L'avenir sera peut-être permacole, même au niveau du numérique. En Exactement. tout cas, c'est une possibilité. Merci beaucoup encore une fois, Johan Recordon, pour ton... Merci beaucoup à vous. Merci, Colin.